Il y a 80 ans, les services secrets de la France libre devenaient le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action. Cette organisation nouvelle, bras armé du général de Gaulle en France, fut également son seul lien avec la résistance intérieure. Ces services secrets ont joué un rôle fondamental dans le combat pour la libération de la France, mais ce rôle reste encore très méconnu. C'est pourtant le BCRA qui a posé les bases des services secrets modernes, dont l'actuel DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, est l'héritière. Cette exposition est organisée par l'Ordre de la Libération et la DGSE. En prenant des exemples parmi les 174 compagnons de la Libération issus des services secrets, elle décrypte le monde de l'agent clandestin. Comment est-il recruté et formé? Comment se préparent les missions? Qu'implique d'être un clandestin en France occupée? Enfin, quelles sont les fonctions des agents sur le terrain? Autant de questions auxquelles s'attachent à répondre les agents secrets du général, les compagnons de la Libération dans la lutte clandestine, 1940-1944, en mettant en lumière ces hommes et ces femmes de l'ombre. Dès juin 1940, la France est occupée et démembrée. Le nord est contrôlé par les Allemands et le sud par le gouvernement du maréchal Pétain, qui dispose de son administration et notamment de sa police. La métropole est transformée en prison, les entrées et les sorties sont interdites, et la répression s'abat sur tous les opposants, dont ceux qui se reconnaissent dans le général de Gaulle. Le général de Gaulle, lui, s'installe à Londres en juin 1940. Avec le soutien de Churchill, il crée la France libre, organisation politique et militaire dont le projet est d'incarner la France au combat face au régime de Pétain. La France libre est basée en Angleterre, mais elle contrôle certaines colonies. Son objectif majeur est la reconquête de la métropole. Les Français libres ont besoin du contact avec la population en France. Ils veulent connaître ses préoccupations, son état d'esprit et l'entraîner dans le combat contre l'occupant et le gouvernement de Vichy. Le BCRA est l'unité de la France libre dans laquelle on trouve le plus grand nombre de compagnons de la Libération. Sur les 1038 hommes et femmes distingués de la Croix de la Libération par le général de Gaulle, 174 agissent dans la clandestinité sous son autorité. Ils servent dans tous les domaines, comme agents techniques, officiers de liaison, membres des réseaux, chargés de missions militaires ou politiques. Ce nombre important d'agents dans l'ordre de la Libération montre le poids de l'action clandestine dans la réalisation des buts de la France libre, mais aussi la reconnaissance du sacrifice de ceux qui l'ont mis en œuvre. En effet, 60 d'entre eux, plus d'un tiers, n'ont pas survécu à la guerre. C'est un taux de perte très supérieur à celui de la plupart des forces militaires de la France libre. 102 de ces agents totalisent 151 infiltrations clandestines en France durant la guerre, le plus souvent en étant parachutés. En 1940, les cadres des services secrets de la Troisième République restent au service de Vichy. À Londres, les services du général de Gaulle sont, eux, créés par des officiers inexpérimentés, à l'image de leur chef, le capitaine André de Wavrin, alias Passy. Ces services changent plusieurs fois de nom à mesure que leurs fonctions s'élargissent. D'abord, deuxième bureau, puis service de renseignement, bureau central de renseignement et d'action militaire, et enfin BCRA en juin 1942. Le BCRA organise toutes les missions secrètes en France et en Afrique du Nord, qu'elles soient militaires ou politiques. En juin 1943, De Gaulle s'installe à Alger et crée avec le général Giraud un gouvernement d'union, le Comité français de la libération nationale. La fusion de leurs services secrets est longue et difficile. La première étape est la création de la Direction générale des services spéciaux, DGSS, en novembre 1943. Elle est basée à Alger et dirigée par le gaulliste Jacques Soustelle. Elle dispose d'une base opérationnelle principale à Londres et d'une autre à Alger. En octobre 1944, l'ensemble des services devient la Direction générale des études et recherches. Alors, la plupart des agents passent par Londres, parce que c'est à Londres qu'il y a les services secrets du général de Gaulle, montés par le futur colonel Passy, le BCRA, qui travaille en coopération avec les services britanniques
le SIS, le SOI, le MI9 pour les évasions. Ces services britanniques qui vont notamment former les agents après qu'ils aient été recrutés par les services français. Ces services français ensuite vont leur monter une mission, vont les doter de tous les papiers nécessaires et quand ils sont à Londres, ces agents vont déjà mener une double vie puisque d'un côté ils vont fréquenter les mêmes cercles de sociabilité que les autres Français libres de Londres, mais ils vont devoir évidemment cacher, dissimuler la mission qui leur a été affectée et même le service pour lequel ils travaillent. Et c'est seulement quand ils vont ensuite être introduits en France, soit parachutés, soit déposés par un avion ou par une opération maritime, qu'ils vont basculer réellement dans la clandestinité. Cette photographie de décembre 1942 a été dédicacée par le chef de la France libre, au BCRA en toute confiance. Elle appartenait à son chef, le colonel Passy. Londres est le centre des services secrets de la France libre, de leur création en juillet 1940 jusqu'à la libération en 1944. Le BCRA s'installe au 10 Duke Street en mars 1942, puis investit d'autres immeubles au fur et à mesure de sa croissance. Son chef, le colonel Passy, dispose d'effectifs modestes à Londres. 23 personnes fin 1941, 570 en août 1944. Il ajoute progressivement à la section renseignement et au contre-espionnage des sections dédiées à l'action militaire et à l'action politique, ce qui est une nouveauté. En Angleterre, le BCRA recrute ses agents parmi les volontaires de la France libre, repérés lors de leurs interrogatoires de sécurité. Des tests pratiques et psychologiques sont utilisés à partir de 1943. En fonction de leur profil, les candidats sont orientés vers le renseignement ou l'action, les fonctions d'encadrement ou techniques. Arrivés en France, ils recrutent eux-mêmes d'autres agents parmi leurs relations ou dans les organisations clandestines. Dès 1943, des agents sont aussi recrutés en Afrique du Nord. Comme tous les militaires des forces françaises libres, les agents se rendent à Londres lors de leur période de permission ou en attendant leur départ. C'est un bon exercice pour tester leur capacité de dissimulation. Ils vivent sous le nom adopté lors de leur engagement, portent leur uniforme d'officier et fréquentent les mêmes lieux de convivialité que les autres Français. Mais ils doivent cacher à ceux qu'ils côtoient leur véritable affectation et la mission qui les attend. En théorie, ils ne doivent pas se rencontrer entre eux, mais la consigne n'est pas toujours respectée. De nombreux agents, et d'abord ceux recrutés en Angleterre, sont formés dans des écoles britanniques. Précurseurs, le SOE, Special Operation Executive, dédié à l'action, met en place progressivement des dizaines de centres dans les châteaux isolés à la campagne. Ce sont les Special Training Schools. Chacun a sa spécialité: parachutisme, sabotage, transmission, opérations aériennes, vie clandestine, etc. La plupart des agents sont brevetés parachutistes à Ringray, près de Manchester, mais chacun suit un cursus individualisé, adapté à sa future mission. Le départ en mission marque une rupture entre deux mondes. L'agent abandonne le nom adopté lors de son engagement dans la France libre. Il confie au BCRA ses effets personnels. Il prend une fausse identité, apprend sa légende, c'est-à-dire une biographie fictive mêlant le vrai et le faux. Dans ses échanges avec Londres, il sera désormais désigné par un pseudonyme. Il revêt des habits civils et on vérifie qu'il ne transporte rien en trahissant son passage par l'Angleterre. Avant d'embarquer, il fait son testament. Puis reçoit son matériel, de l'argent et, s'il le souhaite, une pilule de cyanure. Je dis, mais tu t'en vas où? Ah, j'ai pas le droit de te le dire. Oh ben ça, je regrette. Enfin, mais où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, tu me promets de ne jamais dire ce que je t'ai
répété. Je pars dans les services secrets, je vais être parachuté en France. Oh! Oh, je dis, mais écoute, et tu ne me dis rien, mais je te demande tout de suite d'aller voir ton officier et dire que tu as recruté un soldat. Je veux absolument me battre n'importe où, ça m'est égal. Je ne sais pas ce qu'on fera quand on te parachutera. Je suis prêt à aller en France. Un agent secret du général de Gaulle, d'abord, c'est quelqu'un qui est dans la clandestinité, sous une fausse identité et qui doit ressembler un peu à Monsieur Tout-le-Monde. Il s'appuie pour cela sur une société, la société française, dont il a besoin pour mener à bien ses missions. Et puis il faut bien savoir que ces agents, en réalité, même si les premiers, quelques centaines, ont été recrutés à Londres et puis ensuite à partir de 1943 à Alger, la très grande majorité, 77 000 environ sur 80 000, ont été recrutés en France et très peu d'entre eux feront le voyage jusqu'à Londres et seront formés comme agents en Angleterre. Donc ils sont sur le terrain et ces agents, évidemment, étant des clandestins, ne sont pas des combattants en uniforme et les lois de la guerre ne leur sont pas appliquées, ce qui veut dire qu'ils prennent des risques considérables en cas d'arrestation, la torture d'abord, ensuite la déportation, l'exécution, parfois la mort sous une fausse identité. C'est en cela que le rôle de l'agent secret et les risques qu'il prend sont très particuliers et ce qui conduit les services britanniques à proposer aux agents envoyés en mission une pilule de cyanure qui leur permet de mettre un terme à leur souffrance et de ne pas trahir s'ils acceptent de la prendre. Les agents clandestins vivent en France sous fausse identité. De faux papiers sont réalisés à partir de modèles rapportés de France, carte d'identité, feuilles de démobilisation, tickets de rationnement, etc. En France, les agents se procurent parfois de vrais faux papiers, réellement produits par l'administration. Ils utilisent aussi divers pseudonymes selon les circonstances. Le propre des agents clandestins est de se fondre dans la société. Ceux qui partent d'Angleterre portent sous leur combinaison de sceaux des vêtements civils récupérés auprès des réfugiés ou confectionnés par les services britanniques. Toute trace de leur passage en Grande-Bretagne est soigneusement effacée. Une partie du matériel qu'ils emportent est conçue spécialement pour être dissimulé ou pour permettre de cacher des messages. De même, les postes radio utilisés pour recevoir les messages de Londres sont progressivement miniaturisés. Cette épingle à chapeau est un exemple de faux objet usuel conçu par les services britanniques. Celui-ci équipait les agents féminins et servait à se défendre en cas de besoin. Soldats sans uniforme, les agents clandestins ne bénéficient pas des protections du droit de la guerre. Ils sont traqués par la police française et les services allemands. Et pour eux, l'arrestation marque le début d'un long calvaire. Les agents sont conscients des risques qu'ils courent, en particulier la torture et la déportation. 34 des 174 agents compagnons de la Libération sont déportés après leur arrestation. Arrêté par les Allemands, Jean Ayral est hanté par la peur de craquer sous les coups et de livrer ses camarades. Par cette lettre, Jean Moulin, alias Max, félicite Jean Ayral pour son évasion dans l'hôtel Quéré et lui annonce qu'il a bien mérité de l'équipe, mais qu'il doit rentrer à Londres par mesure de sécurité. Sur 174 agents compagnons de la Libération, plus d'un tiers meurt en mission. Jean Moulin succombe sous la torture, 12 sont abattus et 17 fusillés, 10 meurent en déportation et 8 accidentellement. 12 autres se suicident. Les agents envoyés de Londres peuvent emporter une pilule provoquant la mort en quelques secondes. Pour eux, cette issue peut sembler préférable à la capture. Henri Laby, Georges Weil, François de Limal ou Jacques Bingen absorbent leur poison. Pierre Brossolette préfère s'en passer, mais finit par se suicider en se jetant par la fenêtre. Cette chevalière à chaton mobile servait au colonel Passy à dissimuler sa pilule de cyanure. Le cas Daniel Cordier illustre une réalité essentielle dans la France occupée.
Un agent clandestin ne peut survivre que s'il obtient des appuis de la société pour se loger, se nourrir, se cacher et exécuter sa mission. Pendant presque 2 ans, à Lyon puis à Paris, Daniel Cordier bénéficie de l'aide d'une famille de réfugiés parisiens qui lui présente d'autres personnes. Les unes se mettent à son service comme secrétaire ou agent de liaison, tandis que d'autres servent de boîte aux lettres, cachent des fonds ou mettent des locaux à sa disposition. Et là, on m'a embarqué, après escale à Gibraltar, j'étais embarqué dans un avion et je suis arrivé à Londres, où là, j'ai fait le circuit habituel de formation, les questions des chiffres, de la radio, des codes, etc. Et puis l'entraînement parachutage. Enfin, ça a duré 1 mois. Voilà. Et là, j'étais parachuté en France. Seulement, je n'avais pas d'organisation. J'arrivais seul. Donc, j'ai fait ce qu'on appelait un parachutage blinde, aveugle. C'est-à-dire que j'ai été envoyé à un endroit, il fallait me débrouiller. Voilà. Il fallait des 2 côtés être en confiance. Et ça m'est arrivé de ne pas donner suite à des contacts. Moi, je sais que j'avais été à Bordeaux pour prendre un contact. Ça ne m'a pas plu. J'ai repris le train pour Paris, sans donner suite. Et je me suis aperçu par la suite que c'était une des grosses sources d'arrestation, de liaison avec les Allemands du type avec qui j'étais en contact. Voilà. Le danger, c'est de devenir trop confiant. Et c'est là où, pour nos agents parachutés envoyés d'Angleterre, ils avaient une frousse effroyable au début. Ils voyaient des Allemands partout alors qu'ils venaient d'Angleterre, ils savaient que c'était des Allemands. Et puis petit à petit, ils prenaient confiance. Et il ne fallait pas que ça aille trop loin. Car s'ils étaient en pleine confiance, au fond, c'est rien du tout. On me dit très bien, les Allemands, il n'y a aucune chance qu'ils me repèrent, etc. C'était le danger. Il fallait être entre ces 2 dangers. Ne pas avoir une trouille qui vous empêche de faire votre travail, mais avoir une crainte suffisante pour être prudent et ne pas tomber dans l'extrême de la trop grande facilité et liberté. Voilà. Qu'est-ce que je deviendrais sous les mains de la Gestapo qui voudrait me faire parler? Ça, je ne savais pas. Et aucun de nous ne le savait. Voilà. Sauf ceux qui avaient prévu de prendre leur poison et tout, qui ne me quittaient pas. Mais est-ce que je le prendrais? Ça, je n'étais pas sûr de moi. Alors, il n'y a pas un agent secret type, mais on pourrait dire qu'il y a différents types d'agents. Il y a quelques grandes distinctions entre les agents, notamment les agents recrutés en France et ceux qui viennent de Londres et qui donc jouissent d'un plus grand prestige. Une deuxième distinction entre les agents qui ont une mission plus technique de radio, de sabotage, et ceux qui encadrent les résistants en France. Une troisième distinction, c'est les agents qui sont dans les réseaux d'évasion ou de renseignement, et ceux dépêchés auprès des mouvements, qui eux ont un rôle presque diplomatique de lien entre ces mouvements de résistants en France et Londres. Et enfin, une quatrième distinction entre les agents qui ont été recrutés il y a peu de temps, qui sont là depuis peu, et ceux évidemment qui sont auréolés d'un certain prestige puisqu'ils sont en mission depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour assurer le contact entre Londres et les agents en France, les moyens techniques sont d'une importance vitale. Grâce à la radio, les agents envoient des renseignements, reçoivent des consignes et organisent les opérations. Les opérateurs radio, quant à eux, sont particulièrement exposés car traqués avec des dispositifs sophistiqués. Les opérations aériennes et maritimes permettent, elles, d'infiltrer et d'exfiltrer agents et personnalités, d'échanger courriers et rapports, mais aussi d'envoyer en France plus de 10 000 containers de matériel, dont 60% après le débarquement. Conçu par les services secrets britanniques, le S-Phone était un système de radiotéléphone à ultra haute fréquence. Il
permettait aux agents en territoire ennemi de communiquer avec les avions alliés et de les guider dans les opérations de parachutage. François de Limal le reçut dans la nuit du 17 septembre 1943 sur le terrain Musset, dirigé par le Bureau des opérations aériennes. Les agents du général créent aussi des réseaux d'évasion qui permettent à des pilotes alliés, des prisonniers évadés et des agents trop compromis en France de rejoindre l'Angleterre. Certains sont exfiltrés par des opérations aériennes, mais les plus nombreux passent par l'Espagne ou les côtes bretonnes et méditerranéennes. Christian Martel crée le réseau Brandy, Jean-Claude Camor le réseau Bordeaux-Loupiac. Ces deux filières prennent en charge les candidats à l'évasion, les hébergent, les accompagnent et leur font passer les frontières grâce à de multiples complicités. Cette mini-boussole d'évasion, conçue par les services secrets britanniques et ayant appartenu à Jean-Claude Camor, était remise aux agents et commandos envoyés en mission en France. Le BCRA crée en France des réseaux de renseignement dirigés par des agents envoyés de Londres, mais composés d'informateurs recrutés sur place. Les renseignements militaires sur l'ennemi servent à préparer le débarquement. D'après les Américains, 80% des renseignements ayant permis celui de Normandie ont été fournis par les services secrets de la France libre. Le BCRA recueille aussi des documents officiels, des renseignements politiques et économiques qui alimentent la propagande de la France libre et ses projets pour la libération. Cette note de Passy à Soustelle indique que d'après les chefs des services de renseignement américains, 95% des renseignements recueillis concernant la France venaient du BCRA. Les agents les plus nombreux sont engagés dans l'action militaire. Ils exécutent des sabotages ou assurent la liaison avec les branches militaires des mouvements de résistance, puis l'armée secrète. En 1943-1944, des délégués militaires sont envoyés auprès des états-majors à chaque échelon, national, de zone, régional. Des instructeurs de sabotage et des officiers chargés de l'encadrement des maquis forment les résistants à l'utilisation du matériel parachuté. L'objectif principal est alors de préparer une opération coordonnée de sabotage appuyant le débarquement allié en France. Le plan vert visait à empêcher les Allemands d'acheminer des renforts vers le lieu du débarquement allié. Chaque point signalait au secteur dans lequel le BCRA demandait un sabotage répété des lignes ferroviaires. Pour des raisons de sécurité, cette carte ne fut jamais envoyée en France. Chaque secteur ne reçut qu'un extrait de la région concernée. Les agents chargés de missions politiques relèvent du commissariat national à l'intérieur, mais l'aspect technique de leur mission est assuré par le BCRA. Jean Moulin, à partir de 1942, puis le colonel Passy, Pierre Brossolette, Claude Sereuil ou Jacques Bingen incarnent le Comité national français auprès des organisations de résistance. Ils coordonnent les mouvements de résistance, puis l'ensemble des forces résistantes, et s'attachent à leur faire connaître l'autorité du général de Gaulle en France. En février 1943, de retour à Londres après plus d'un an en France, Jean Moulin convainc de Gaulle de l'intérêt de former un conseil de la résistance avec les mouvements. En mars, il remporte en France des lettres adressées par le général à chacun d'eux, comme celle-ci destinée au Parti communiste. Par ce télégramme du 29 mai 1943, Jean Moulin, alias Rex, annonce la création du Conseil national de la résistance. Le CNR marque l'unification de la résistance en y incluant des partis politiques et des syndicats qui s'opposent aux Allemands et à Vichy. Parce que De Gaulle devait être
pour être autour de la table des vainqueurs, non seulement le chef d'une phalange extrêmement brillante de Français libres, mais il devait représenter la France résistante. Or, ce sont ces missions qui ont établi un contact entre l'organisation anglaise, c'est-à-dire le BCRA, et la résistance intérieure. Sans les missions actions, toute l'action de De Gaulle ratait, il ne représentait pas la France aux yeux des Alliés. Et alors, on a envoyé quelqu'un en Angleterre prendre contact avec qui est revenu avec 3 postes radio, en passant par le Portugal. Il en a laissé un à Madrid, un autre est allé à Alger, et le 3e est venu à Vichy, exactement à Bellerive, qui est dans les environs de Vichy. J'ai été envoyé donc auprès de ce groupe à Paris pour recueillir les renseignements qu'eux-mêmes pouvaient rassembler, si vous voulez. J'étais un peu ce qu'on appelle dans le SR officier traitant, si vous voulez. Les agents du général sont des volontaires, le plus souvent amateurs. Ils ont vocation à sortir de l'ombre lors des combats de la libération, quand la lutte clandestine laisse place à la guérilla. Les agents sont progressivement remplacés par des soldats en uniforme qui n'emportent pas, eux, la pilule de cyanure intimement liée à la lutte clandestine. 60 des 174 compagnons ayant servi comme agents sont morts pendant la guerre, 1 sur 3. Les 114 autres entament ou poursuivent une carrière, pour moitié dans le secteur privé, pour moitié dans le secteur public. L'armée, la haute fonction publique ou la vie politique. On compte quelques galeristes et écrivains. 4 seulement restent dans les services secrets, dont Pierre Fourcault et André de Vigny. Vous savez, d'abord, il y a quelque chose, c'est que être compagnon de la libération, c'est avec le temps que c'est devenu une récompense extraordinaire. Parce que la guerre s'est arrêtée et nous étions toujours 1000 et 1030, il n'y a personne. Et ça, c'est quelque chose, c'est la seule chose dont je me souviens, et c'est la seule chose, quand j'ai l'occasion d'aller dans des cérémonies, tout ça, c'est la seule médaille que je mets en entier, là. Parce que c'est vrai que je suis heureux d'avoir ça.